Bon, normalement, le son, c'est ma fille. Bon, aujourd'hui, on va passer donc au nouveau chapitre, donc les équilibres en solution. Donc, l'application des équilibres chimiques aux équilibres en solution. La première partie, c'est les acides et les bases. On va commencer par les acides et les bases. Bon, normalement, le son, il marche. Donc, vous m'entendez. Donc, je répète. Donc حاجة بركة l'Internet est instable. Donc, on va passer maintenant au chapitre 8, donc les équilibres en solution, la première partie. Donc, on a vu la première partie, donc l'oxydoréduction. On va passer à la deuxième partie, donc les acides et les bases. Donc, parmi les différents types d'équilibres, donc parmi les différents types d'équilibres chimiques, les équilibres acido-basiques sont parmi les plus importants parce qu'ils comprennent un grand nombre de transformations chimiques. Les molécules d'eau H2O sont polaires. Donc, le chapitre de les liaisons chimiques, que la molécule H2O, elle possède un moment dipolaire. Donc, c'est une molécule polaire. Et la polarité de cette molécule, c'est la conséquence pour que ce corps se dissocie, donc selon la réaction suivante. Donc, une molécule H2O, elle se dissocie toujours en donnant H+, qu'on appelle proton. Et OH-, l'hydroxyde. Donc, la molécule d'eau, donc, en H+, H-. Donc, une réaction équilibrée, donc ce n'est pas une réaction totale. Et comme toute réaction équilibrée, comme toute réaction équilibrée, elle satisfait toujours à la loi d'action de masse.
À la loi d'action de masse. Donc, l'application de la loi d'action de masse, c'est-à-dire c'est l'établissement de la constante K. Vous avez vu que le cours précédent que on a plusieurs constantes KP, KC, KN, KX. صحابينا ذاك اللي يقرا هم قالوا لها حبسي قاعده تحكي المراه Bon, vous n'entendez rien, le problème مش من عندي. Désactivez vos microphones. Donc, كل واحد يطفي الميكرو تاعو باه يسمع. والله ما بالي تقول تقول ما هي عندها ضرب أرواح يسبي وين وصل أمين حلي الباب Donc, j'ai dit que comme toutes les réactions équilibrées, donc elles satisfient toujours à la loi d'action de masse. Vous m'entendez là? Donc, on a dit que les lois d'action de masse, vous avez plusieurs constantes, Kp, Kc, Kx, Kn, où il y a 4 constantes, ou bien il y a une relation. Donc, on peut passer d'une constante à une autre. Donc, puisque les molécules d'eau sont des molécules aqueuses, donc on va travailler avec la constante Kc. Donc, c'est toujours le produit des concentrations les produits divisé par le produit des concentrations les réactifs. Donc, Kc, donc c'est H plus fois OH- divisé par H2O. Donc, vous avez vu dans le chapitre précédent avec Madame Mkahlia, les équilibres chimiques, qu'il existe 4 constantes d'équilibre, Kp, Kc, Kx et Kn. Donc, maintenant, ici, on va définir une nouvelle constante d'équilibre. Donc, on va définir une nouvelle constante d'équilibre qu'on va noter Ke, appelé produit ionique de l'eau. Donc, Ke, ça représente quoi? C'est le produit seulement à la concentration de H+ fois OH-. Et donc, et comme toutes les codes, donc on dit que c'est une constante. Donc, c'est une constante, donc θ, mais à la même température. Si vous changez de température, vous n'allez pas avoir la même valeur. Donc, Ke qui est égal à la concentration, donc au produit. Donc, au produit Ke qui est égal au produit H+ fois OH-, donc est toujours égal à 10 puissance moins 14, seulement si on travaille à 25 degrés Celsius. Donc, 10 puissance moins 14, c'est une constante seulement valable à la température 25 degrés Celsius. Exemple, le Ke à 0 degrés Celsius n'est plus égal à 10 puissance moins 14, mais il sera égal à 10 puissance moins 15. Donc, et vous avez avec, donc ici vous avez, donc d de log de Ke sur dt est égal à delta HT, donc de la réaction sur RT au carré. Donc, c'est l'expression de la constante d'équilibre Ke, c'est-à-dire le produit ionique en fonction de l'eau. Avant d'attaquer donc l'aspect mathématique, donc les formules concernant les équilibres chimiques, nous allons commencer par la classification et la définition, donc nomenclature et définition des acides et des bases. Donc, ça veut dire quoi un acide? Ça veut dire quoi une base? Donc, premièrement, théorie des acides et des bases. Donc, première théorie, c'est la théorie d'Arrhenius. Donc, pour expliquer la conductibilité des solutions d'électrolyte, donc pourquoi une solution, elle permet le passage de l'eau, permet le passage de l'électricité, le courant électrique. Arrhenius a supposé qu'elle renfermait des systèmes chargés électriquement. Donc, ces systèmes chargés, ce sont les ions, ionettes. Et si on place ces ions dans un champ électrique, ils vont se déplacer en permettant le passage du courant. Arrhenius
à supposer que les ions étaient en équilibre avec les molécules non dissociées. Donc, ce n'est pas une réaction de dissociation totale, mais ce sera une réaction de dissociation partielle. Par exemple, si on prend l'acide acétique CH3COOH, donc il se dissocie en donnant CH3CO-, donc l'ion acétate, plus un ion H+. Donc, c'est une dissociation partielle et non pas totale. On admet que les différents acides ont des forces différentes, qui s'expliquent par une variation dans le degré de dissociation, qui va être définie comme le rapport du nombre de moles dissociés par rapport au nombre de moles total. Donc, par définition, selon Arrhenius, un acide, c'est une substance qui va céder un ion H+. Et l'exemple a été donné avec l'acide acétique. Donc, l'acide acétique, donc, c'est un donneur d'ion H+. Donc, c'est un acide selon la théorie d'Arrhenius. Un schéma semblable s'applique maintenant au comportement des bases. Donc, comment on va définir une base selon la théorie d'Arrhenius? Un schéma semblable s'appliquait au comportement des bases que l'on croyait toutes capables de produire des ions hydroxydes. Par définition, selon Arrhenius, une base, c'est une substance qui cède un ion OH-. L'exemple le plus simple, l'hydroxyde de sodium ou bien la soude, NaOH, elle donne l'ion Na+, et l'ion OH-. Donc, d'après la théorie d'Arrhenius, donc, une base, c'est une substance qui libère les ions OH-. Donc, le proton est la cause des propriétés acides et l'ion hydroxyde est la propriété des solutions basiques. Donc, selon Arrhenius, un acide, c'est un donneur de protons H+, et une base, donc c'est une substance qui cède un ion OH-. Quoique ce point de vue fut une étape importante. Et la théorie, dans la théorie chimique, mais il a été donc amené à certaines difficultés. La première, elle concerne la nature du proton en solution aqueuse, et la deuxième se rapportait au fait que des substances ne contiennent pas d'ion hydroxyde, mais ils réagissent comme des bases. Donc, avec la théorie d'Arrhenius, donc on a rencontré deux problèmes. Premièrement, quelle est la nature de l'ion H+ dans une solution? Et deuxièmement, il existe d'autres solutions qui ont un comportement basique, mais ils ne cèdent pas, donc ils ne libèrent pas les ions OH-. Donc, on va passer donc à l'ion H+. L'ion H+ a une grande importance dans la chimie des solutions. Mais cet ion H+ n'existe pas. En effet, il se réduit. Donc, si on prend un ion H+, donc on sait bien que l'hydrogène contient un seul électron et un noyau dans lequel il n'existe qu'un seul proton. Il n'y a pas de neutron. En effet, donc si on enlève l'électron, donc d'accord, je vais ralentir. Donc, il y a une étudiante qui m'a posé le problème, donc j'aille vite. Donc, je vais réduire la vitesse d'énoncé de... Donc, je reprends. L'ion H+ a une grande importance. Donc, l'ion H+. L'ion H+ a une grande importance dans la chimie des solutions aqueuses, mais il n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'hydrogène en libérant son électron, donc l'ion H+ se réduit en noyau. Donc c'est un proton. Donc la taille, elle est très très petite, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 4 angstrom. Et donc ce noyau-là, il va créer
dans son voisinage un champ électrique intense, donc un champ électrique élevé, et il va se fixer sur les autres particules présentes. Par exemple, les ions H, donc les ions H+, ils vont se fixer sur les molécules H2O. Dans l'eau, nous allons trouver des ions hydratés. La formule termia H, donc entre parenthèses H2O, donc indice N à la puissance plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ion H+, il va se fixer sur un certain nombre, donc عدد من مركبات H2O, donc certain nombre N de molécules H2O, et on considère généralement l'ion H3 ou plus. Donc si je prends un ion H3 ou plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ion H+, s'est fixé sur une seule molécule H2O. Donc ici, donc, dans la formule générale Lula, on va remplacer N par 1. Donc H3O+, ça veut dire que H+, il s'est fixé, donc le cercle fait une seule molécule H2O. Ou bien il existe d'autres molécules, donc H2O 4+. Ça veut dire que vous allez avoir un tétraèdre, donc haram. Les sommets, les 4 sommets, c'est des molécules H2O, et à l'intérieur du sommet, donc il va y avoir un proton H+, qui va être donc piégé. Donc il va être fixé à l'intérieur de la pyramide. Donc, on a dit que l'ion H+, il n'existe pas. Mais seulement lorsqu'on écrit dorénavant un ion H+, c'est une écriture simplificatrice, donc kitaba mubassata, qui remplace l'ion réel qui existe, qui est H3O+. Donc, H+, ça veut dire qu'on a H3O+. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, H+, n'existe pas, en réalité, c'est H3O+. Donc, un ion H+, qui est libéré par l'acide, il va se fixer sur une seule molécule H2O. Et lorsqu'on écrit H+, c'est une écriture simplificatrice de H3O+. Kitaba mubassata. Donc, jusque-là, on a défini l'acide et les bases selon Arrhenius. Donc, selon Arrhenius, l'acide est un donneur de protons et la base, elle donne les ions OH-. Avec cette première définition, donc ce premier concept, on a dit qu'il y a deux problèmes. Premièrement, la nature des ions H+, qui sont libérés par l'acide. Et dans ce cas-là, on a résolu le problème. Donc, si on écrit H+, c'est H3O+, et H+, donc c'est une écriture simplificatrice seulement. Le deuxième problème qui a été rencontré, c'est qu'il y a des molécules ou bien des composés chimiques qui ont un comportement basique, ce sont des bases, mais ils ne libèrent pas des ions OH-. Parce que d'après la première définition de Arrhenius, une base, elle libère OH-. Mais il existe d'autres molécules qui ne peuvent pas libérer les ions OH-, mais ont un composé basique. La définition de Bronsted et Lowry, elle donne assez d'extension au terme assez des bases pour comprendre des substances autres que H+ et OH-. Un acide est un corps susceptible de libérer un proton, donc c'est la même définition que Arrhenius. Un acide est toujours donneur de protons H+, ou bien H3O+. C'est la même chose. Et dans ce cas-là, une base sera un corps capable de fixer un proton. Donc, d'après Arrhenius, une base, elle libère OH-, mais d'après Bronsted et Lowry, donc la deuxième théorie, la base, donc c'est une substance qui est capable de fixer un proton. Mais la définition de l'acide, c'est la même, les deux définitions. Les deux concepts, Arrhenius et Bronsted et Lowry. Donc, on a dit qu'un acide est un corps susceptible de libérer un proton, tandis qu'une base, donc c'est un corps qui est capable de fixer donc un proton. Donc l'acide libère et la base reçoit le proton qui est libéré par l'acide.
Donc, le transfert de protons peut donc s'écrire sous la forme suivante. A, donc un acide, A, ça symbolise acide. Donc, l'acide A, en libérant un proton P, qui donc c'est l'écriture proton, donc entre parenthèses, ça représente H+, ça donne une base B. Parce que la base, donc, elle reçoit le proton. Donc, la base reçoit le proton. Donc, dans ce sens-là, donc de gauche à droite, l'acide libère le proton et en libérant le proton, on a la base conjuguée de l'acide A. Et dans le sens inverse, donc Miyamin, Yassar, de droite à gauche, la base, elle reçoit le proton et elle donne un acide. Donc A et B forment un couple acide-base. B représente la base conjuguée de l'acide A. Et l'exemple le plus simple, c'est l'écriture de la dissociation de l'acide acétique. Donc, l'acide acétique de formule générale CH3COOH, donc c'est l'acide acétique. Donc, c'est un acide par définition, que ce soit la théorie de Bronsted-Illory ou bien la théorie d'Arrhenius. Donc, l'acide est toujours un composé qui libère des protons H+. Donc, CH3COH, donc c'est un acide, il libère un proton H+. C'est un acide. Et en libérant le proton H+, donc il nous reste l'ion CH3CO-, l'ion acétate. CH3CO-, ça représente une base. Et cette base-là, CH3CO-, on l'appelle, donc là, c'est la base conjuguée de l'acide acétique. Donc, CH3COH, c'est l'acide, et le CH3CO-, donc l'ion, c'est la base conjuguée à l'acide donné. Il est alors logique de parler de l'acide conjugué de la base ammoniac NH3. Parce que si on écrit donc la formule NH4+, donc c'est H4+, donc NH4+, la réaction de dissociation à l'ammoniac NH4+, ça nous donne NH3 plus H+. Donc, d'après la réaction, donc l'acide, c'est le NH4+, puisque le NH4+, elle libère un proton H+. Tandis que NH3, elle peut fixer un ion H+. Donc, NH4+, c'est un acide et NH3, c'est une base. Donc, d'après la théorie de Bronsted-Illory, la définition des acides et des bases, un acide, c'est un corps qui libère des protons H+, donc les ions H+, et une base, c'est un composé chimique qui reçoit l'ion H+. Donc, c'est la définition selon Bronsted-Illory. Donc, la conséquence de la théorie de Bronsted-Illory. On peut distinguer trois types différents d'acides. On peut avoir des acides moléculaires, c'est-à-dire un acide, la formule chimique, donc c'est un composé neutre. Donc, il n'est pas électriquement chargé. Par exemple, comme HCl, H2SO4 ou bien H3PO4. On peut avoir des acides anioniques, c'est-à-dire des acides qui sont chargés négativement, anioniques. Ce sont les ions des acides polyacides. Donc, quand est-ce qu'on dit un acide, donc polyacide, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs H+, qui peuvent être libérés, comme H2SO4 et H3PO4. Donc, les acides anioniques, ce sont les anions acides des polyacides susceptibles de céder des protons. Par exemple, si je prends H2SO4, lorsque l'acide sulfurique H2SO4 va libérer un proton H+, l'ion qui va être obtenu, c'est HSO4-. On ne peut l'appeler donc un acide anionique puisque l'ion HSO4- قادر يزيد يمد encore H+. L'autre ion anionique, c'est H2PO4, donc mini-G H2PO4. Donc, vous avez au début l'acide moléculaire H3PO4. En libérant le premier proton, H2PO4-. Lorsqu'il libère le deuxième proton, donc on aura HPO4 deux fois moins. Comme on peut avoir des acides cationiques, c'est-à-dire des acides qui sont chargés positivement. Par exemple, H3O+, NH4+,
C6H5NH3 plus. Donc, il résulte maintenant, donc, on a dit qu'il y a 3 types d'acides. Vous avez les acides moléculaires, les acides anioniques et les acides cationiques. Maintenant, concernant les bases, on a seulement 2 types de bases. Vous avez les bases moléculaires, c'est-à-dire électriquement neutres, par exemple NH3, C6H5, NH2. Donc, ce sont des composés qui peuvent recevoir un proton. Et on a aussi des bases anioniques, par exemple OH-, CH3CO-, SO4 2 fois moins, adrénosine le PO4 3 fois moins. Et les anions des solutions aqueuses. Par exemple, donc les anions des solutions aqueuses, qui n'ont par exemple l'acide chlorhydrique, HCl. Donc c'est un acide puisque HCl peut libérer H+. Donc c'est clair jusque-là. En libérant H+, l'autre ion qui va se former, c'est le Cl-, l'ion chlorure, Cl-. Et Cl-, ça sera la base conjuguée, donc c'est une base anionique, c'est la base conjuguée à HCl. Maintenant, les anions hydrogénés pour les acides, par exemple H2PO4-, HSO4-, et même aussi l'eau, donc c'est-à-dire H2O. Ils peuvent, donc, sont des composés indifférents. Donc, des fois, ils cèdent, ils libèrent les ions H+, et des fois, ils peuvent aussi recevoir donc des ions H+. Ça veut dire que maintenant, ils jouent double rôle. Des fois, dans certaines conditions, ils vont être acides et d'autres cas, donc, ils seront bases, donc basiques. Donc, ils peuvent recevoir comme ils peuvent libérer. On appelle ce type de solution, de composés chimiques, on les appelle donc les solutions ampholites ou bien amphotères. Donc, mahloul moudabdab ou bien moutadabdab. Donc, dans certaines conditions, ils jouent le rôle d'acide, dans d'autres cas, ils jouent le rôle donc d'une base. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, si vous avez des questions, des remarques. Donc, s'il y a une remarque, vous pouvez m'envoyer des messages. La suite, maintenant, on a défini donc jusque-là acide, base. Le problème maintenant, qu'est-ce que ça veut dire une réaction acide-base? Et en même temps, on va définir la force des acides et la force des bases. Donc, définition acide-base. Acide, c'est un composé chimique qui va libérer l'ion H+, et la base, c'est un composé chimique qui va recevoir l'ion H+. Donc, une réaction acide-base, donc lorsque vous allez mélanger un acide avec une base, donc l'acide, il va libérer l'ion H+, et l'ion qui a été libéré, il va être reçu par la base. Donc, en réalité, donc, une réaction acide-base, donc c'est une réaction dans laquelle il y a un transfert de protons. Donc, l'acide, il libère l'ion H+, donc يفقد l'ion H+, et la base, elle reçoit تكتسب l'ion H+. Donc, la réaction acide-base, donc c'est la réaction d'échange d'un proton entre un acide et une base, selon la réaction suivante. Donc, la réaction suivante, vous avez acide 1, donc un acide 1, plus une base 2. Donc, l'acide 1, il va libérer, donc, de la première flèche, entrée continue. Donc, l'acide 1, il va libérer un proton H+. Et en libérant l'ion H+, il va se transformer en base conjuguée, base 1. Donc, l'acide, il تحول base en libérant un ion H+. Le proton qui a été libéré par l'acide, il va être capté, donc il va être capté par la base B2. Et la base B2, maintenant, de la réaction entrée pointillée. Donc, après, donc, la base B2, en recevant l'ion H+, lié à l'acide à 1, donc la base B2, elle reçoit l'ion H+, elle se transforme en acide conjugué acide 2.
Donc, A1, B1, sont conjugués. Donc, A1, c'est l'acide, base, c'est la base conjuguée TO, ainsi que A2 et B2. Cette dernière s'écrit sans faire intervenir les ionisations préalables. Donc, ça veut dire les ionisations préalables. Donc, on a la réaction globale, les demi-réactions. Donc, l'acide, il met la base. Donc, l'acide A, il met la base 1 plus H+. C'est la première demi-réaction. La deuxième demi-réaction, tu as la base B2. La base B2, tu mets A2. Donc, la base B2 plus H+, tu mets A2. Tu as la réaction globale. Donc, la réaction globale, elle s'écrit sans faire intervenir les ionisations préalables de l'acide et de la base. Et elle permet donc de mesurer quantitativement la force des acides en s'intéressant au degré de conversion des réactifs. L'exemple le plus simple, donc, je vous donne l'exemple, le mélange de l'acide acétique CH3COH, qui est l'acide A1, avec une base NH3, c'est la base B2. L'acide acétique, il va perdre donc l'ion H+, en donnant CH3CO-, c'est la base B1, puisque jette l'acide acide 1. La base NH3, la base B2, elle va recevoir le proton qui a été perdu par l'acide acétique et elle se transforme en acide conjugué, donc l'acide 2, donc NH4+. Donc, c'est un exemple de la réaction globale qui a été donnée et expliqué précédemment. On voit que le degré de transformation en produit est déterminé non seulement par la tendance de l'acide 1 à perdre un proton, mais aussi par la tendance de la base B2 à accepter ce proton. Donc, la réaction qui a été donnée, elle est basée sur quoi? Premièrement, l'acide, donc la force de l'acide A1 à perdre le proton TO et en même temps la force de la base à recevoir cette proton. Donc, il est évident que la seule bonne façon de comparer les forces, donc pour qu'on puisse comparer les forces des acides et de mesurer leur tendance à céder un proton à la même base, donc les acides, donc si vous avez donc, une série d'acides différents pour connaître leur force à donner le proton à la même base en vérifiant la capacité qu'ont plusieurs acides à transférer un proton à l'eau. On peut les ranger par ordre de force. La constante de dissociation de l'acide, c'est-à-dire constante d'équilibre de la réaction. Donc, là, pour qu'on puisse comparer parmi une série d'acides, leur force, donc ou bien de classer donc, par ordre croissant, ou bien décroissant les acides par leur force. Donc, il faut toujours mesurer la force des acides par rapport à la même base. Et généralement, on prend l'eau, puisque l'eau, il joue le double rôle acide et base. Donc, on prend la solution la plus simple, c'est l'eau. Donc là, on a pris donc AH, donc c'est un acide. Donc AH plus de l'eau. Donc ici, l'eau, elle va jouer le rôle de la base. Donc l'acide, il va perdre le proton en ion, donc H3O+, donc en formant l'acide H3O+, et la base conjuguée à moins. La constante d'équilibre, la réaction équilibrée précédente, donc K sera égal donc au produit des concentrations des ions du produit sur la concentration de l'acide AH. Donc, cette constante K, elle va permettre de quantifier la force d'un acide. Et il ne faut pas oublier qu'il existe une relation entre la force de l'acide et sa base conjuguée. Donc, dès qu'un acide fort, sa base conjuguée, toujours, elle sera faible. Donc, c'est inversement proportionnel. Notons enfin qu'il y a une relation entre la force d'un acide et celle de sa base conjuguée. Par exemple, nous disons que HCl est un acide fort, donc Hamd Qawi, parce qu'il a une grande tendance à perdre un proton. Sa base conjuguée, l'ion chlorure, donc Cl-, elle aura ainsi une très faible tendance à acquérir un proton.
et par conséquent, donc ce sera une base faible. Donc c'est toujours inversement proportionnel. إذا كان l'acide fort, sa base conjuguée راح تكون faible. Et vice versa. إذا كان l'acide faible, donc sa base conjuguée راح تكون forte. Donc on a terminé avec la deuxième théorie. Donc on va passer à la troisième théorie, donc le concept de Lewis. Donc la première définition des acides et des bases. Donc c'est la théorie d'Arrhenius. Donc Arrhenius, il a défini comme suit les acides et les bases. Un acide, c'est un composé qui libère H+, et la base, donc c'est un composé qui libère des ions OH-. Après, il y a eu donc la théorie de Bronsted et Lowry. Donc un acide est toujours un composé qui libère des ions H+, mais la base, c'est un composé chimique qui reçoit H+. Il existe maintenant un problème, il y a des composés chimiques qui se comportent, donc il y a des composés chimiques qui se comportent comme acide ou bien comme base, mais ces composés, ils ne libèrent ni H+, ni OH-, ils ne reçoivent pas les ions H+. La définition de Lewis étant le concept acide-base à des réactions où les protons n'interviennent pas. Donc ici, il n'y a pas d'échange de protons. Donc l'acide, il ne libère pas les ions H+, et la base, elle ne reçoit pas les ions H+. D'après Lewis, donc d'après la définition de Lewis, un acide, n'importe quelle substance qui peut recevoir au moins un doublé, c'est-à-dire elle possède une orbitale vacante. Donc, je reprends. Donc, la définition donc, des acides et des bases selon la théorie de Lewis, elle s'applique maintenant aux composés chimiques qui ne peuvent ni perdre des ions H+, ni recevoir des ions H+. Donc, d'après Lewis, un acide, c'est quoi? C'est un composé chimique, c'est une substance qui peut recevoir un doublé non liant dans sa couche externe, c'est-à-dire qu'il a un orbital atomique vide. Et une base, donc l'acide, il reçoit un doublé. Et la base, donc c'est un composé chimique qui peut libérer les doublés non liants. Ou bien elle contient donc une densité électronique locale, c'est-à-dire qu'il existe des liaisons multiples, double ou bien triple. Donc un composé chimique défie des liaisons multiples, donc une double liaison ou bien triple liaison, par exemple les alcènes ou bien les alcynes. Donc ce sera des bases de Lewis. Et un composé chimique qui possède dans sa couche externe un orbital atomique vide, donc, et qui peut recevoir un doublé non liant, donc ce sera un acide de Lewis. Donc, par exemple, si je prends un H3, donc un H3 qui a la forme de Lewis, donc il y a l'azote, un doublé non liant. Donc, ce sera une base de Lewis, puisque ce sera un donneur de doublé. Tandis que BF3, bon, on a fait en TD donc la molécule BF3, il faut que le bord, il y a un orbital atomique vide, donc une case quantique vide. Donc, ce sera un acide de Lewis puisqu'il peut recevoir les doublés non liants. Donc, on a terminé avec les définitions des acides et des bases selon Arrhenius, Bronsted et Lowry et selon Lewis. Maintenant, on va passer donc à quelques définitions. Donc, premièrement, pH. Des fois, vous êtes amené à calculer le pH d'une solution aqueuse. Ça veut dire quoi le terme pH? Le P, ou et le H, ou le P, ça veut dire c'est potentiel en hydrogène. P, c'est potentiel, H, c'est l'hydrogène.
Donc, pH, c'est une notion qui a été introduite en 1909 par Sorensen et elle a allégé donc l'utilisation de la concentration. Donc, il est plus facile de calculer, de définir donc, le pH d'une solution que de caractériser une solution par sa concentration. Donc, pH, le P, c'est-à-dire c'est le co-logarithme décimal. Co-logarithme, le co, c'est-à-dire c'est moins. Donc, وين تلقاو P, c'est-à-dire c'est moins logarithme décimal. Logarithme العشري, مش logarithme نيبيري. Donc, pH, c'est-à-dire c'est moins logarithme décimal de H3 au plus. Donc, dès que vous, par exemple, PK, ça sera moins logarithme décimal de K. Donc, pH, c'est moins logarithme décimal de H3 ou plus. Donc, c'est la définition du pH. Donc, potentiel en hydrogène, c'est moins logarithme décimal de H3 au plus. Deuxièmement, normalité d'une solution acide ou bien basique. Ça veut dire quoi la normalité? C'est le nombre de moles de H3O+, qui va être susceptible d'être libéré, donc s'il s'agit d'un acide, ou bien qui peut être capté par un litre de solution, donc s'il s'agit d'une base. Donc c'est le nombre de moles par litre d'ion H3O+, qui peut être soit libéré d'un acide, ou bien qui peut être capté par une base. Coefficient de dissociation ou bien degré de dissociation, درجة ou bien معامل التفكك, alpha. Donc, on a une substance S qui est susceptible de se dissocier selon la réaction suivante. Donc, S, une substance S qui va donner donc un ion A- et un autre ion B+. À l'instant T égale à 0, c'est-à-dire قبل تفاعل التفكك. La concentration de S initiale, donc التركيز الابتدائي, donc est égale à S0. À T égale à 0. Et la concentration de A- et B+, donc est égale à 0. Donc les concentrations initiales de A- et B+, sont nulles, donc égale à 0. Alors que, donc, à l'instant T, donc à n'importe quel moment T, donc la concentration des A- et B+, donc sera concentration A- et concentration B+. Par définition, à l'instant T, le coefficient donc, sera donné par la formule suivante. Donc, c'est le nombre de moles dissociés. Donc, alpha, c'est quoi? C'est le nombre de moles dissociés عدد المولات المتفككة على عدد المولات الابتدائية. Donc, alpha, donc, est égal à S moins S0 moins S. Donc, S0, c'est la quantité initiale. Moins S, c'est la quantité restante. الكمية المتبقية. Donc, là, la différence. الفرق هذا يمدنا la quantité dissociée. Donc, l'ibtida'i naqs mutabaqi. Donc, c'est la quantité dissociée divisée par S0, c'est la quantité initiale. Donc, la quantité dissociée, elle serait égale à 1-, c'est-à-dire الكمية اللي تفكت راح تساوي الكمية اللي تكونت من A- et B+. Donc, ce sera égal aussi à 1- sur S0 ou bien B+ sur S0. Donc, c'est donc toujours alpha inférieur ou égal à 1. Donc, je répète. Donc, comme une substance S, donc une substance S, c'est-à-dire c'est un composé chimique S qui va se dissocier, donc il va donner un cation et un anion. Donc, un anion 1- et un cation B+. Donc, في اللحظة الابتدائية T égale à 0, donc la concentration initiale, التركيز الابتدائي de la substance S, donc on va le noter par S0. Et la concentration initiale de A- et B+, donc التراكيز الابتدائية تاع A- et B+, sont nuls, donc معدومين, donc égal à 0. يساوي 0. Alors qu'à l'instant T, donc à n'importe quel moment, donc ce sera A- et ce sera B+. Alpha, donc درجة التفكك, donc le coefficient de dissociation ou bien degré de dissociation alpha, il est défini comme étant, donc التعريف تاعو, c'est la quantité dissociée الكمية المتفككة تقسيم الكمية الابتدائية. Donc,
Par définition, donc, le coefficient de distance est égal au rapport du nombre de mots initial de S2. Donc, S0, là, نكتبنا S0 moins S. S0 c'est la quantité initiale, الكمية الابتدائية. S هي الكمية المتبقية في اللحظة T. كي تعملوا الفرق الكمية الابتدائية ناقص الكمية المتبقية واش تمد لنا؟ دونك الكمية الابتدائية ناقص الكمية المتبقية. Donc la quantité initiale moins la quantité restante. Ça nous donne la quantité dissociée, الكمية المتفككة divisé par S0. Donc là, on a respecté la définition, c'est la quantité dissociée par rapport à la quantité initiale. Et la quantité dissociée à S, elle est toujours égale à, donc, كل ما تتفكك une quantité S, راح تمد لك A moins et B plus. Donc la quantité dissociée de S, elle est égale à la quantité formée de A moins et la quantité formée de B plus. Donc là, on a la différence S0 moins S par A moins ou bien par B plus. Évidemment, alpha est toujours inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Puisque vous avez une réaction équilibrée et non pas une réaction totale. Donc la réaction tahbis, malgré qu'il reste une quantité de substance S non dissociée. Donc si alpha est égal à 1, ça veut dire que la quantité dissociée, donc الكمية المتفككة تساوي الكمية الابتدائية. Donc là, عندكم une réaction totale et non pas une réaction partielle. Donc, un exemple, nous avons un acide HA de concentration initiale AH0. La réaction d'ionisation de l'acide, donc c'est AH plus H2O. Donc là, il fait في وسط الماء AH. Donc l'acide AH يمد لنا un proton. Donc راح يمد لنا donc يبقى لنا la base A- et le proton qui a été libéré par l'acide, il va être fixé par H2O, donc en ion H3O+. Dans ce cas-là, le coefficient de dissociation alpha. On a dit que c'est la quantité dissociée moins la quantité sur la quantité initiale. La quantité dissociée, donc الكمية المتفككة من l'acide HA, elle est toujours égale à la quantité de la base qui a été formée. Donc يتفكك une seule molécule HA راح يتكون un seul ion A-. يتفكوا 10 HA يتكونوا 10 ايونات A-. Donc c'est la quantité dissociée de HA, donc c'est A-, divisé par la concentration initiale AH0. La concentration initiale AH0, là, elle a été remplacée par A- plus AH. Ça veut dire quoi? A-, c'est la quantité qui a été formée de A et en même temps, elle représente la quantité dissociée. Donc A-, c'est la quantité dissociée, الكمية المتفككة من l'acide HA et HAH لهنا c'est الكمية المتبقية. Donc الكمية اللي تفكت plus الكمية المتبقية راح تمد لنا الكمية الابتدائية. Même chose, هنا A- ça a été remplacé par la différence. Donc الكمية A- ça représente quoi? C'est la quantité dissociée de l'acide. Elle est égale à quoi? C'est la quantité initiale de l'acide AH0, c'est la quantité initiale. Donc c'est الكمية الابتدائية de l'acide ناقص الكمية المتبقية. Donc c'est la quantité initiale moins la quantité restante. Bien entendu, dans ce cas-là, le nombre d'ions H3O+ provenant de cette réaction est beaucoup plus grand que celui des ions H3O+ provenant de l'eau. Et on écrit A- est égal à H3O+. Comment on calcule donc quatrièmement le produit ionique de l'eau? Et pourquoi on a dit qu'il est égal à 10 puissance moins 14? Des mesures de précision montrent que le pH d'une eau fraîchement distillée, donc si on fait une distillation de l'eau, donc on va produire de l'eau distillée, donc si vous prenez une eau fraîchement distillée, donc le pH sera égal à 7. Donc le pH est égal à 7. Donc la
Donc, il y a eu coupure. Il y a eu coupure de l'internet, elle est instable. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, fille. Est-ce que vous m'entendez? L'internet, elle est instable. Normalement, ça c'est réglé. Donc, je vais partager seulement. Non, je partage d'écran. Donc, l'image, normalement, c'est réglé. Donc, عندكم le partage. Et en même temps, vous avez le support. عندكم القبل. Donc, la connexion elle est instable, ça يتقص. Désolé. Donc, je reprends. Produit ionique de l'eau. من قبل كتبت لكم KE est égal à 10 puissance moins 14. Pourquoi? Donc, parce que des mesures de précision montrent que le pH qui تاخذوا une eau fraîchement distillée, donc même مقطر جديد. قيسوا le pH تاعو راح تلقاو le pH est égal à 7. Donc, si le pH est égal à 7, et d'après la définition de le pH, اللي درناها من قبل, pH c'est quoi? pH c'est moins logarithme décimal de H3 au plus. Donc, qui يكون عندنا le pH égal à 7, donc la concentration des ions H3 au plus راح تساوي 10 puissance moins 7. Et d'après la réaction de la dissociation de l'eau, qui a deux molécules d'eau, donc la première molécule, elle va jouer le rôle d'un acide, et la deuxième, elle va jouer le rôle d'une base. La première molécule, elle va libérer l'ion H+, qui va être fixé par la deuxième molécule. On va former H3+ et OH-. Lorsqu'on compare la concentration dans les deux ions, c'est la même quantité qui a été formée. À chaque fois qu'on forme un ion H3+, on forme en même temps OH-. Donc la concentration de H3+, elle est égale à la concentration d'ion OH-. Au fait, huma fi zouz vont être égales à 10 puissance moins 7. Donc, si on a de l'eau pure, donc la concentration, donc le produit H3O+, fois OH-, donc ce sera égal à 10 puissance moins 14 à la température de 25 degrés Celsius, et ça symbolise le produit ionique de l'eau KE. Donc KE est toujours égal à H3O+, fois OH-, est égal à 10 puissance moins 14 à la même température, 25 degrés Celsius. Donc maintenant, on va voir la force dans les acides et la force dans les bases. Et on va commencer par le cas général. Donc, de manière générale. Donc, cas général. Si on prend la réaction équilibrée, acide-base, donc un acide A1 plus une base B2, on donne une base B1 plus un acide A2. À l'équilibre, donc lorsque la réaction atteint son état d'équilibre, c'est-à-dire la réaction tahbis, on va définir cet état d'équilibre par une constante d'équilibre. Vous avez vu ça avec Madame Mkahlia, le chapitre précédent. Donc la constante d'équilibre K, ça sera égal au produit des concentrations dans les produits divisé par le produit des concentrations dans les réactifs. Donc K est égal à la concentration A2 fois la concentration B1 divisé par la concentration B2 fois la concentration A1. Et cette constante, elle est toujours constante à la même température. Donc, ce sera égal à la même valeur numérique à la même température. Si vous modifiez la température, vous allez modifier la valeur numérique. Si vous calculez la constante K, donc ici la réaction, elle peut se faire soit dans le sens direct, de la gauche à la droite, ou bien le sens inverse, de la droite vers la gauche. Si vous calculez la constante K et vous trouvez une valeur très grande, donc supérieure à 1, nettement supérieure à 1, kbira. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acide A1 est un acide beaucoup plus fort que A2. Donc, et la base B2 est une base beaucoup plus forte que la base B1. Pourquoi?
Si la constante K, elle est très très grande, ça veut dire que le bust A2 fois B1 راح يكون أكبر من A1 fois B2, puisque la valeur هذه راح تكون nettement supérieure à 1. Donc, si la quantité de A2, elle est très grande, A2 منين جا من la base B2. Donc, B2, ce sera une base plus forte. Et B1, ça veut dire quoi? Ce sera donc A2 très grande. Donc, une grande quantité de A2. Pourquoi c'est une grande quantité de A2? Puisque la base B2, c'est une base forte. Elle est plus forte que la base B1. Donc, c'est elle qui va recevoir le proton. Et la base B1, donc une grande concentration. Minimigine à la B1. B1, il provient de la réaction de dissociation de 1,1. Donc, c'est un acide, c'est la base conjuguée de l'acide. Donc, c'est la base conjuguée de l'acide. Donc, si la quantité de B1, elle est très grande, ça veut dire que l'acide A1 est un acide fort. Donc, si l'acide fort, ça veut dire qu'il va se dissocier en grande quantité. Donc, si vous calculez la constante K et vous trouvez une valeur très très grande, ça veut dire que A1 est plus fort que A2 et B2 est une base plus forte que B1. Et si vous calculez la constante A et vous trouvez une valeur très très faible par rapport à 1, donc vous allez avoir les conclusions inverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que A1 n'est plus un acide plus fort que A2. C'est A2 qui sera plus fort que A1 et B1 plus fort que B2. Donc, c'est dans le cas général. Maintenant, on va prendre des cas du couple où il intervient de l'eau, c'est-à-dire acide plus l'eau ou bien base plus l'eau. On va commencer seulement par l'eau pure. Donc, 2 moles de H2O qui se dissocient en donnant H3O+, et OH-. On va établir la constante d'équilibre dans la réaction Hadia. Et on trouve à la fin, donc c'est la définition de KE. KE est égal à produit H3O+, fois OH-, donc est égal à KE. La valeur de KE peut être obtenue de manière expérimentale à partir de mesures de conductivité et elle varie avec la température. Donc, là, vous avez les valeurs. Donc, à 25 degrés Celsius, c'est 1 fois 10 puissance moins 14. Et ainsi de suite. Donc, en variant la température, on n'a pas la même valeur de KE. Elle varie en fonction de la température. Et on tient, donc on va retenir seulement que KE est égal à 10 puissance moins 14 à 25 degrés Celsius, c'est-à-dire à la température ambiante. Donc, si vous travaillez avec 10 puissance moins 14, ça veut dire que la température, elle est considérée comme étant égale à 25 degrés Celsius. Maintenant, on passe du cas général donc au cas particulier. Donc, en mélangeant un acide A dans l'eau, considérons donc une solution d'acide dans de l'eau. Donc, nous avons la réaction suivante. Acide A plus l'eau, on obtient une base B plus H3O+. Donc, A, c'est l'acide. Donc, ici, la molécule d'eau, elle va jouer le rôle d'une base. Donc, ce sera une base. Et n'oubliez pas que l'eau, des fois, ce sera acide, ça ticone acide, ça ticone une base. Donc, c'est une solution amphotère ou bien ampholyte. Donc, pour la réaction précédente, on va écrire sa constante d'équilibre K. Donc, ce sera B fois H3O+, divisé par la concentration de A fois H2O. La concentration de H2O, elle est toujours constante, 55,5. Donc, c'est N sur V. Donc, N sur V. Donc, on va remplacer N par la masse molaire. La masse, donc, c'est 18. La masse molaire, c'est 18. Et la masse d'un 1 litre, c'est 1 kg. Vous allez diviser 1000 par 18 et vous allez trouver 55,5. Et on va définir, donc, on a dit que, donc, je vous ai dit que le chapitre précédent, Madame Kahlia, vous avez vu quatre constantes. Vous avez vu le Kp, le Kc, le Kn et le Kx. Kx, constante d'équilibre relative aux pressions, constante d'équilibre relative aux concentrations, constante d'équilibre relative au nombre de moles, et à la fin, vous avez vu la constante d'équilibre relative aux fractions molaires, Kp, Kc, Kn, Kx. Pour le chapitre Hada, donc, on a rajouté la cinquième constante qui est le Ke, le produit ionique de l'eau,
Et sixièmement, maintenant, on va définir donc la constante Ka, la constante d'acidité. Ka, donc ce serait égal à la concentration de la base conjuguée à l'acide, donc concentration de B fois la concentration de H3O+, divisé par A. Donc il est égal à 55,5, la constante Kc. Cette constante permet de caractériser le couple acide-base AB et on l'appelle constante d'acidité. Avec de la même manière, maintenant, si on mélange une base avec de l'eau, la base B, c'est la base, donc d'après Bronsted et Lori, elle va recevoir un ion H+. L'ion H+. Il va provenir de H2O. Donc ici, la molécule d'eau, elle va jouer le rôle d'un acide. Et la base, c'est B. H2O, elle va libérer un proton. Le proton qui va être libéré par H2O, il va être capté par la base pour donner l'acide conjugué A et il y a OH-. Et on va définir à la fin, de la même manière, on va définir KB, donc ce sera égal à la concentration de A fois la concentration de OH- divisé par la concentration de la base B. La connexion elle est instable, j'espère que tout se met en ligne. Est-ce que vous m'entendez? Bon, c'est bon, merci. Donc, KB et KA, donc là, jusque-là, j'ai défini trois nouvelles constantes. KE, c'est le produit ionique de l'eau, toujours égal à 10 puissance moins 14, à 25 degrés Celsius. La température. Si vous changez la température, ça sera une autre valeur. On ne va pas prendre toujours 10 puissance moins 14. On a défini maintenant, en mélangeant un acide, on a défini donc la constante Ka et on a défini aussi la constante Kb, donc pour la base qui est mélangée avec de l'eau. Donc pH c'est quoi? P, donc le symbole P, toujours, c'est une écriture simplificatrice. كتابة مبسطة تاع moins logarithme décimal ناقص 10 ناقص logarithme العشري. Logarithme décimal de H3O+. POH, ce sera moins logarithme décimal de OH-. PKA, c'est moins logarithme décimal de Ka. Et PKB, ce sera moins logarithme décimal de KB. C'est par définition. Donc, si vous faites le JIDA, le produit Ka fois KB, donc Ka fois KB, à la fin, donc ce sera égal à H3O+, fois OH-, donc c'est égal à KE. Donc, Ka fois KB, ça vous donne le produit ionique de l'eau. Et pKa plus pKb, donc ça vous donne pKe, donc c'est égal à 14. Les forces relatives de l'acide A et de la base B varient donc en sens inverse. Et on peut caractériser un couple acide pour une seule constante Ka ou bien Kb. Ainsi, plus la constante est élevée ou le pK est faible. Donc, par exemple, si vous prenez Ka une valeur grande, le pKa تاعها une valeur صغيرة parce qu'il y a le moins. Donc, ce sera inversement proportionnel entre K et pK. Donc, si la constante Ka elle est élevée, donc plus, ou bien le pKa تاعها صغير, donc ce sera l'acide est fort. Donc, la force تكبر. Et la base conjuguée, la force تاعها inversement, donc, elle sera faible. Donc, je reprends. Un acide, donc la force تكبر si la constante Ka تكبر ou bien le pKa يصغر. Donc, la force, elle augmente, la force de l'acide augmente avec la valeur de Ka. Donc, si la valeur de Ka augmente, la force de l'acide augmente. Ou bien, elle augmente aussi, donc la force de l'acide, si le pK diminue. Et plus l'acide est fort, plus sa base, elle est faible. Donc, est-ce que vous m'entendez? Ma fille. Donc, l'Internet, elle est instable. Donc, normalement, c'est rétabli. Donc, ok, donc, c'est bon.
J'ai eu une réponse. Donc, je reprends. L'acide, sa force, elle augmente si, donc, إذا كان la valeur de Ka, elle augmente ou bien la valeur de pKa, elle diminue. Pourquoi? Parce que qui تكتبوا P, il y a le signe moins logarithme décimal. Donc, le moins tout est inversement proportionnel. Et si l'acide, donc, si vous prenez donc, parmi les acides faibles, donc l'acide le plus fort, par exemple, l'acide X, donc, sa valeur Ka, ce sera la valeur la plus grande, sa valeur de pK, ce sera la valeur la plus petite, et en même temps, sa base conjuguée, ce sera la base la plus faible. Par exemple, si je prends les acides, H3O+, CH3CO2H, NH4+, H2, on donne les valeurs de pKa, moins 1,74, 4,73, 15,74. Donc, les acides sont classés par ordre de croissance de pK. Donc, l'acide le plus fort et l'acide le plus faible. On a dit que l'acide le plus fort, لازم تكون عنده la valeur de Ka la plus grande ou bien pKa la plus faible. Donc, parmi ces quatre acides, l'acide le plus faible, ce sera H3O+, plutôt l'acide le plus fort. L'acide le plus fort, c'est H3O+. Et l'acide le plus faible, c'est H2O, l'eau. Donc, ça veut dire que ici, les acides sont classés par ordre croissant, par ordre décroissant, par force décroissante des acides. Donc, les acides sont classés par ordre décroissant. Donc, maintenant, on va écrire donc H2O, sa base conjuguée, c'est OH-. NH4+, la base تاعها c'est NH3, la base conjuguée. CH3CO2H, la base conjuguée تاعها c'est CH3CO2-, et H3O+, la base conjuguée c'est H2O. Donc là, ce sera par ordre aussi décroissant. كناخذ من H2O حتى ل OH-. Donc H3O+, c'est l'acide le plus fort. Donc H2O, ici c'est la base la plus faible. H2O, c'est l'acide le moins faible, donc OH-, ce sera la base la plus forte. Est-ce que c'est clair? Donc un acide est fort, donc la force de l'acide elle augmente, la force de l'acide elle augmente si la valeur de Ka تكون كبيرة et la valeur de pKa صغيرة. Et en même temps, si la valeur augmente, donc la force de la base conjuguée elle diminue, donc c'est inversement proportionnel. Donc, troisièmement, relation entre Ka et alpha. Donc, juste une remarque, aujourd'hui, je n'aurai pas assez de temps pour le cours. Donc, demain, normalement, à 13h45, عندكم une séance de TD dans les acides et les bases. Et là, le cours, je vais continuer le cours demain et je vais voir une autre séance pour placer le TD dans les acides et les bases. Et en même temps, puisqu'une séance 1h30, نعمل les acides et les bases ونشوفوا en même temps إلى ما كملناش la série تاع éléments de la thermodynamique. Donc, je reprends. Je n'aurai pas assez de temps pour terminer le cours. Donc, demain, ce sera la suite du cours. Donc, normalement, c'est le TD, mais je n'arrive pas donc, à terminer le cours. Donc, je vais voir directement comment terminer le cours demain à 13h45. Donc, relation entre Ka et alpha. Donc, si on considère l'acide acétique, donc CH3COH qui va se dissocier donc, dans un milieu aqueux en donnant CH3CO- plus H3O+. Le coefficient de dissociation alpha étant alpha, donc la quantité donc restante de CH3COH donc sera égale à N fois 1 moins alpha, tandis que CH3CO- et H3O+, les quantités formées, donc ce sera N alpha. Donc Ka, ce sera égal à N alpha au carré sur 1 moins alpha. Donc, on va voir ça en TD pour la démonstration.
et en même temps en présentiel. Donc, si vous avez donc des problèmes concernant les formules. Donc, toujours la connexion est instable. Donc, au moment le micro il marche. Donc, si alpha augmente de 0 à 1, donc la fraction, donc alpha au carré sur 1 moins alpha, dans le numérateur, donc le bast alpha au carré donc augmente et le dénominateur, le maqam, il diminue en fonction de, et donc c'est une fonction croissante de alpha. Donc il en résulte que la dissociation d'un acide faible sera favorisée par la dilution. Donc ça veut dire que si vous prenez un acide faible, si vous voulez rajouter, donc si vous voulez augmenter la dissociation, donc il faut le diluer. Donc c'est la loi de la dilution d'Oswald. Donc juste une remarque avant de terminer. La valeur Ka et Kb. Est-ce que, donc je vous pose la question suivante, est-ce que les valeurs de Ka et Kb mettent le bien n'importe quel acide et n'importe quelle base? Par exemple, je prends HCl, H2SO4. Est-ce que ces deux acides ont une valeur Ka? D'après vous? Donc HCl. Donc voici la question. HCl, l'acide chlorhydrique, possède-t-il une constante Ka? Donc, nous avons une constante d'acidité, constante de basicité, Kb, si on a une base. Est-ce que n'importe quel acide sera caractérisé par Ka? Oui ou non? Et si vous dites non, pourquoi? Et si vous dites donc oui, pourquoi? Ça veut dire que je vous demande de justifier votre réponse. Donc, d'abord, si on commence par la première question. Oui ou non? Est-ce que l'acide HCl possède une constante Ka? Donc, il y en a qui disent oui. Non. L'acide HCl ne possède pas de Ka. Pourquoi? Malgré que c'est un acide, mais il a une constante d'acidité. Non, il doit être une réaction chimique. Même le HCl, ce sera une réaction chimique. Il n'y a pas d'autre type de réaction. Pourquoi l'acide HCl n'a pas de constante d'acidité? Donc, je vais vous... Non, n'importe quel acide possède une base conjuguée. Oui, il est fort. Donc, Inès Medbou, elle a donné la réponse juste parce qu'il est fort. Lorsqu'on dit qu'un acide fort, c'est quoi? Un acide fort, c'est un acide qui se dissocie de manière totale. Donc là, j'ai pris un acide comme un état d'équilibre. Vous voyez bien qu'il y a des deux flèches. Vous allez arriver à un état d'équilibre. Faites attention. Un acide faible, c'est un acide qui ne va pas se dissocier de manière totale. Ça fait que غير كلي, غير تام. Donc, vous allez arriver à un état d'équilibre. راح تفض la réaction chimique malgré qu'il reste une quantité considérable non dissociée. Tandis qu'un acide fort, qui est le HCl, la réaction تحبس qui faut de l'HCl. Donc, dissociation totale. Donc, lorsqu'on a une réaction de dissociation totale, vous n'avez pas les constantes de Ka, Kb. Mais les constantes d'acidité et la constante Kb, on les utilise seulement pour les acides faibles et les acides et les bases faibles. Les Yoslo, l'état d'équilibre. Donc, une réaction équilibrée est représentée par les deux flèches. Est-ce que c'est clair? Donc, je tiens à préciser ce point seulement. ما تحطوش نهار اخر HCl تحطوا له Ka تاعو. Donc, un acide fort ou bien une base forte, ما عندهمش les constantes Ka et Kb. Pourquoi? Parce que la réaction de dissociation تاعهم c'est une réaction totale. Donc, je vais vous écrire. Donc, acide fort, c'est-à-dire dissociation totale. Donc, pas de constante K.
Ka. Est-ce que c'est clair? Les acides forts, ils se dissocient de manière totale. Et les constantes d'équilibre, نعملهم غير كي نوصلوا un état d'équilibre. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, faites attention, un acide fort, jamais نعملوا له Ka ou bien une base forte Kb. Qui كنت نهضر قبيله على la force des acides, donc qui تحكموا par exemple 3 acides faibles, et on veut voir quel est l'acide le plus fort parmi ces acides faibles. شكون اللي قوي فيهم par rapport à l'autre. Mais ça ne veut pas dire l'acide de gros, c'est un acide fort, comme le HCl. Donc, vous avez par exemple 3 acides faibles. كل واحد عنده Ka, donc Ka1, Ka2, Ka3, 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est l'acide 1, l'acide 2, l'acide 3. Et on va comparer ce que le fort parmi ces 3 acides faibles seulement. Est-ce que c'est clair? Donc, je suis arrivé là. Donc, il me reste maintenant l'étude des pH des solutions aqueuses. Comment on calcule le pH? Pour demain à 13h45, puisque je n'aurai pas assez de temps. Donc, il me reste 5 ou bien 5 minutes maximum si vous avez des questions. Donc, je vais terminer donc, sur ce point-là. Le reste, ça sera demain et je vais programmer une autre séance en plus. Donc, je vais programmer une autre séance pour le TD. Donc, demain, à la place de TD, on a mis comme la suite du cours. Donc, il faut les formules. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'attends vos questions, s'il vous plaît. D'abord, est-ce que c'est clair, le cours? Est-ce que j'étais clair? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un étudiant qui a demandé donc la partie acide dans l'eau. Donc, je vais rapidement نعاودها. Donc, acide dans l'eau, هذه. Donc, عندك un acide A, il va être dilué avec de l'eau. Donc, l'eau H2O, il va jouer le rôle d'une base. L'acide A, il va libérer. Donc, je vais répondre d'abord, puis je vais voir la question donc, de défi Nabila. Donc, A plus H2O. L'acide A libère H+. Le ion H+, il va être donc capté par la base. Plutôt, A, en libérant le proton, il va se transformer en base. Et le proton qui a été libéré par l'acide, il va être capté, donc il va être capté par H2O. Donc, la constante Ka, par définition, c'est quoi? C'est la concentration à la base conjuguée fois la concentration à H plus divisée par l'acide. Nabila a dit que je n'ai pas compris le deuxième problème. Solution basique ne cède pas un proton. La base, elle ne va pas céder. La base, elle reçoit. La base, elle doit recevoir, elle ne va pas céder un proton. Donc, la base تكتسب H+. منين يجيها H+, يجيها من تفكك H2O. Donc, H2O, c'est l'acide. يتفكك يمد H+. H+, هذاك, il va être capté par la base. Donc, il va être reçu par la base. ويبقى لنا OH-. Est-ce que c'est clair? Donc, je reprends H2O. Donc, il va se dissocier. Il met H+, il met OH-. H+, qui a été donc cédé par H2O, il va être reçu, il va être capté par la base pour donner l'acide. ويبقى لنا le OH- اللي يظهر
la réaction. Est-ce que j'étais clair? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions rapidement? Donc, concernant le cours, je vais m'arrêter là. Le reste, ce sera demain à 13h45. On va continuer donc le reste. On va voir ce qu'il nous reste donc du chapitre. Donc, selon le WIS, donc, ما تخربطوش في الواحد. في les définitions. Un acide est toujours donneur de protons, d'après Arrhenius et d'après Bronsted-Lowry. D'après Lewis, ce ne sera pas un donneur. Maintenant, ce sera l'inverse. Donc, il va recevoir un doublé. Qui m'a par exemple le BF3, c'est-à-dire sur le bord, avec une case quantique vide. Donc, dans ce cas-là, BF3, il va recevoir un doublé non liant pour former la liaison dative. Donc, dans ce cas-là, le BF3, donc, ce sera un acide. Donc, un acide selon Lewis, donc c'est un accepteur de doublé non liant. Et la base, c'est donneur de doublé non liant. Donc, c'est inverse accepteur-donneur. Donc, un acide, c'est un donneur de H+, et la base, accepteur d'H+. D'après Lewis, donc il y a Bronsted-Lowry. D'après Lewis, c'est l'inverse maintenant. L'acide, ce sera un accepteur de doublé non liant, et la base, ce sera donneur de doublé non liant. Ou bien faire des liaisons multiples. Double ou bien triple. Est-ce que j'étais clair? Donc, est-ce qu'il existe d'autres questions? Donc, Imen Biasi, c'est quoi la loi de dilution d'Oswald? Oswald, donc, c'est un savant qui a prouvé que un acide fort, plutôt un acide faible. Donc, un acide faible, c'est quoi? Donc, on a dit que l'acide faible, la dissociation, elle est partielle. Donc, il y a une quantité صغيرة اللي تتفكك et le reste يبقى non dissocié. D'après la loi de dilution d'Oswald, إلا نحبوا نكثروا من الكمية diluée. Donc, plutôt من الكمية المتفككة. Donc, la quantité dissociée. Si on veut augmenter la quantité dissociée de l'acide, il faut diluer l'acide. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est la loi de dilution d'Oswald. Donc, la loi de dilution d'Oswald, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction le CH3COH plus l'eau, si on veut augmenter la quantité de la base formée et diminuer la quantité de l'acide restante, c'est-à-dire c'est favoriser la réaction dans le sens 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut ajouter, donc il faut augmenter la quantité d'eau. Ça veut dire c'est il faut diluer. Donc, qui dit regarde, tu es en train de diluer. Parce qu'il y a une coupure. Hein? Ouais, bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, rapidement? Donc,
Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais m'arrêter là. Donc, je vous laisse 5 minutes. Si vous avez des questions, donc je vais vous répondre rapidement pour éclaircir donc des points, quelques points. Et le reste, ce sera pour demain, Inch'Allah, à 13h45. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, donc je vais vous libérer. Donc, à demain, Inch'Allah. Donc, je vous remercie.